France Culture, Soft Power, Frédéric Martel. Notre invité jusqu'à 20h est Thomas Gomard, le nouveau directeur de l'Institut français des relations internationales. Avec nous ce soir, Sophie Fay du Nouvel Observateur et Agnès Chevaux. Bonsoir à toutes les deux. Thomas Gomard, vous avez publié dans Le Débat avec Thierry de Montbrial un article intitulé Think Tank à la française. Alors avant de parler des think tanks précisément à la française, on pourrait commencer par définir plus globalement ce que sont les think tanks, expression née très anglo-saxonne, à la fois en Angleterre et aux États-Unis. Il y a presque autant de définitions de think tank que de think tank, c'est-à-dire que chacun a la sienne. J'essaierai peut-être de résumer les choses en disant que ce sont des organisations qui produisent un savoir utile et que nous avons décidé au fond de définir le think tank avec trois éléments, de dire d'abord qu'il n'y a pas de think tank sans chercheurs permanents. Qu'ensuite il y a une volonté d'éclairer la décision, qu'elle soit de nature publique ou privée. Et puis qu'enfin, nous restons dans une logique d'intérêt général, c'est-à-dire que nos travaux ont vocation à alimenter l'espace public. C'est comme ça que nous définissons les think tanks, mais effectivement le métier... Et ça commence comment? Ça commence à quelle date et quels sont les tout premiers exemples de think tanks? Le métier, en fait, naît curieusement à Paris, dans la négociation à la suite de la Première Guerre mondiale, avec une tentative de réunir ce qui allait devenir Chatham House, enfin le Royal Institute for International Affairs de Londres et le Council on Foreign Relations. Là on est en 1920, 1921. 1919, les négociations, ça échoue. Chatham House est créé en juillet 1920 et le Council on Foreign Relations, qui est un peu considéré comme l'alma mater des think tanks, est créé à New York. Voilà, à New York, en juillet 1921. Et ce sont deux organisations qui existent toujours et qui sont au fond à l'origine du métier. Ensuite, un mot juste sur Chatham House, expression assez connue, qui est employée souvent aujourd'hui. Quelles sont les règles qui découlent de cette Chatham House, de cette idée? Bien, ce sont les règles de notre métier. C'est-à-dire que nous avons un certain nombre de débats où vous pouvez utiliser les propos qui sont tenus dans votre production, dans vos articles, dans vos livres. Dans des réunions à huis clos. Voilà, pas forcément à huis clos, qui peuvent être plus ou moins semi-ouvertes, mais vous ne pouvez pas attribuer le propos. Vous ne pouvez pas dire c'est Frédéric Martel qui a dit ceci. Les gens peuvent parler plus librement, voilà. Du coup. Et ça, c'est à l'origine de ce que nous appelons dans notre jargon le track-to, c'est-à-dire d'avoir des échanges, des contacts diplomatiques très informels, qui permettent à la fois de sentir une atmosphère en période de crise et également de véhiculer, de faire passer un certain nombre de messages. Donc aujourd'hui, sur la place de Paris, vous avez un certain nombre de track-to qui peuvent exister et qui sont organisés par des think tanks. Agnès Chevaux. On dénombre environ, si on en croit l'article du débat, 6500 think tanks dans le monde, 1815 aux États-Unis, 176 en France. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus modeste, mais depuis une quinzaine d'années, on voit quand même éclore dans le débat public un certain nombre d'idées en provenance de ces think tanks. On voit les think tankers un peu partout dans les médias. On a l'impression que le phénomène s'est véritablement généralisé. On sait même qu'il y a un observatoire des think tanks qui délivre des prix. Comment pourrait-on estimer l'influence des principaux think tanks? Est-ce qu'on peut véritablement faire un classement? Non, je crois que c'est très difficile. Vous avez plusieurs tentatives. Vous avez une tentative menée par l'Université de Pennsylvanie qui a un classement annuel au niveau mondial. Qui, comme tous ces classements, a ses biais et qui peut être critiqué, mais qui existe. Il y a effectivement plusieurs initiatives pour délivrer des prix, mais je crois que c'est pas tellement là que ça se joue. Ça se joue d'abord dans la construction d'une industrie, d'un secteur d'activité. C'est-à-dire, ce qui est décisif dans le métier, c'est le jugement qui est porté par vos pairs sur le fait d'être un vrai think tank. Et ensuite, on est dans une phase très particulière, c'est-à-dire qu'il y a avec la mutation technologique aussi des formes d'intervention dans le débat qui sont en train de complètement changer le métier. C'est-à-dire que la manière dont on faisait du think tank dans les années 90 n'a plus rien à voir avec ce que l'on fait aujourd'hui. Par le fait que vous aviez d'une certaine manière une forme de monopole sur un type de débat et qu'aujourd'hui ce monopole a explosé puisque tout le monde peut participer, peut avoir un site internet. Voilà, exactement. Donc ça a complètement changé les choses. Ça nous a obligés, nous, à prendre la vague numérique et donc aussi pour être dans l'espace public, d'être beaucoup plus présent sur le numérique. Et je crois que c'est important de bien distinguer dans les chiffres que vous donniez ce qui relève des instituts de recherche avec du personnel permanent, parce que ça a évidemment des incidences en termes de modèle économique, de ce qui relève de clubs politiques. Là, il y a une tradition très forte, notamment en France, et qui de plus en plus s'intitule think tank. Maintenant, tout homme politique qui veut avoir sa boîte à son propre think tank. Donc le terme a été très utilisé. Et puis aussi les regroupements professionnels qui souvent utilisent le terme think tank. Donc c'est devenu un peu un terme passe-partout, je dirais, qui recouvre des réalités très différentes. Sophie Fay.
la différence entre un chercheur universitaire et un chercheur de think tank? Pourquoi travaille-t-il différemment? Pourquoi a-t-on besoin d'avoir ces chercheurs de think tank à côté des chercheurs universitaires? Et quelle est leur réelle indépendance? La grande différence, si vous voulez, c'est que bien souvent, nous sommes tous des universitaires au départ. Nous avons fait nos premières armes à l'université. Quand vous êtes recruté dans un think tank, c'est souvent avec un très solide bagage académique. Mais quand vous êtes à l'université, au fond, ce qui vous importe, c'est uniquement le jugement de vos pairs. Or, la production du think tank, par définition, doit être non seulement de bonne qualité, intéressante, mais elle doit être utile. C'est-à-dire que vous devez être capable... Du savoir utile, vous dites dans Absolument. votre Et ça, article. c'est tout à fait revendiqué. Ça voudrait dire que l'université, c'est un savoir inutile? Non, c'est un savoir qui n'a pas le même positionnement. C'est-à-dire que c'est la connaissance pour la connaissance. C'est parfaitement honorable, c'est tout à fait décisif et important. Mais nous sommes sur un registre différent. Nous revendiquons l'utilité de notre production et nous estimons qu'il est important à la fois de la pousser vers la sphère politique, vers la sphère économique, vers la sphère médiatique, tout en restant en contact avec la sphère académique. C'est-à-dire que le jugement aussi des académiques sur la qualité de nos travaux nous importe. Mais la grande différence, elle est dans le fait de revendiquer d'emblée un savoir utile. Ça veut dire que, pour reprendre le titre célèbre de Max Weber, le savant est aussi politique, il n'est pas juste savant, d'une certaine manière. Le savant, en tout cas, de manière tout à fait délibérée, cherche à pousser sa production vers le politique et également vers la société civile. Agnès Chevaux. Alors le savant est aussi indépendant. Et c'est vrai que la question des think tanks pose la question de leur indépendance. Alors leur indépendance politique, mais pas simplement politique, aussi leur indépendance financière. Or, le financement des think tanks est souvent un peu problématique en France, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, ce sont souvent des grandes fondations qui ont financé les think tanks. En France, c'est un peu plus opaque, et c'est souvent aussi de l'argent qui vient parfois de l'État, parfois des entreprises privées, et ça pose quand même la question de l'indépendance des idées, de l'indépendance des rapports fournis. Il y a un terme que je préfère tout de suite écarter, celui d'opaque, puisque un certain nombre de non mais je suis très sérieux là-dessus, parce qu'un certain nombre de think tanks publient tous leurs comptes. On a comme on touche de l'argent public, on a la Cour des comptes, on est audité par des cabinets de conseil, donc c'est publié. Je pense pas qu'on puisse utiliser le terme d'opaque. En revanche, mais il y a des formes d'opacité avec des think tanks étrangers qui peuvent intervenir en France, par exemple, venant de Russie, pour citer un exemple parmi d'autres. Oui, ou du Golfe, ou des pays du Golfe. Non, en revanche, le problème de l'indépendance est tout à fait réel. Je ne le sous-estime pas, mais si vous voulez, tous les think tanks vont se prétendre indépendants, aucun ne l'est. C'est-à-dire que, quelle que soit l'origine du financement... Même l'IFRI. Oui, bien sûr. On a le vrai sujet, c'est la manière dont on crée les formes de dépendance. Alors je vais essayer de vous expliquer ça. C'est que tous les think tanks se prétendent indépendants, je le disais, mais personne ne l'est dans la mesure où que vous receviez de l'argent de l'État, que vous receviez de l'argent d'un grand philanthrope, que vous receviez de l'argent d'une entreprise, c'est pas neutre. De croire que vous avez un financement de l'État et que ça vous rend neutre est une illusion. C'est-à-dire, vous savez aussi très bien comment les financements fonctionnent dans le domaine académique. Autrement dit, ce qu'il faut arriver à construire, ce sont des formes de dépendance, et la nature du métier est précisément dans ces formes de dépendance. Alors, il y a deux garde-fous à avoir toujours à l'esprit. C'est d'une part de veiller au montant. C'est-à-dire que effectivement, il y a eu tout un débat aux États-Unis sur des montants donnés à des think tanks par des puissances extérieures, notamment par le Qatar, par les Émirats Arabes Unis, ou la Norvège. Article important du New York Times qu'on met en ligne sur le site et qui s'intitule Foreign Powers by Influence at Think Tanks. Voilà. Donc vous avez cette dimension-là qui est au fond de toujours constituer un tour de table et de ne jamais être dans un rapport exclusif avec un financeur. Ça, c'est le premier garde-fou. Et le deuxième garde-fou, l'indépendance, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire aussi d'avoir tout à fait conscience de ça et de faire en sorte que votre production, vous soyez capable de prendre en compte l'ensemble des positions. Et donc, au fond, ça renvoie à une notion peut-être un peu galvaudée, mais à mes yeux tout à fait essentielle, qui est celle de l'honnêteté intellectuelle. Thomas Gomard est directeur de l'IFRI, nouveau directeur de l'Institut français des relations internationales. Il est l'invité de Soft Power jusqu'à 20h. Et on évoque avec lui ce soir le rôle des think tanks, et une question un peu évidente. En quoi, au fond, les think tanks sont ou ne sont pas un soft power? Moi, j'aime beaucoup le titre de votre émission, mais j'ai toujours dit que le soft power, quand j'enseigne cette notion, est toujours combiné à celle de hard power. Dans la définition de Nye, il n'y a pas de soft power sans hard. Joseph Nye. Voilà, de Joseph Nye, pardon, il n'y a pas de soft power sans hard power. Pourquoi je dis ça? C'est que dans l'histoire des think tanks,
ils ont été très liés à cette constitution du hard power. C'est-à-dire que la première génération de think tank, le Council on Foreign Relations et même la Brookings Institute, the Atlantic Council. En fait, ce qui les a vraiment fait émerger, c'est la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu des liens extrêmement étroits qui se sont noués à ce moment-là entre les think tanks et l'appareil d'État. Et notamment le militaro-industriel. Voilà. Et ensuite, la deuxième grande génération de think tanks, c'est la guerre froide, où l'URSS a eu ses think tanks, notamment l'IMEMO, qui au départ est une initiative de Trotsky d'ailleurs, et puis la Rand Corporation. Donc vous avez eu en fait dans l'industrie des think tanks une importance très forte accordée au hard power et donc aux questions de sécurité au sens militaire. Puis on a une troisième génération de think tanks, c'est celle à laquelle faisait allusion Agnès Chauveau, qui va naître à la fin de la guerre froide avec une éclosion, c'est-à-dire au fond une participation de plus en plus forte d'éléments de la société civile dans le débat politique international. Quittent un peu le hard power et vont vers le soft power du coup. Et donc c'est vrai que pour des pays des puissances moyennes comme la France, le fait d'être capable d'avoir des think tanks présents dans le débat international, c'est très difficile parce que ce débat international est de plus en plus façonné aux États-Unis, en Chine, en Russie, au Brésil, etc. Et d'être capable d'être en amont de ce débat intellectuel au plan international, c'est très difficile. En réalité, nous sommes très peu à être capables de le faire. Une question, c'est de Sophie Fay. Vous dites dans votre article que les think tanks servent à faire émerger une société civile internationale. Qu'est-ce que c'est qu'une société civile internationale et pourquoi on a besoin de ça? Est-ce que ça n'existe pas déjà? On dit une chose un peu différente, c'est qu'on dit que les think tanks sont des embryons de ce qui pourrait devenir la société civile internationale. C'est-à-dire qu'historiquement, les think tanks se sont toujours placés dans un rapport avec ce qu'on appelle l'oligopole décisionnel, c'est-à-dire là où la décision est prise, qu'elle soit publique ou privée, et dans un rapport au fond était d'une certaine manière très inséré dans l'establishment des pays respectifs. Et c'est un positionnement là aussi assumé. En revanche, on voit avec la mutation technologique que j'évoquais précédemment que les formes d'intervention sur le débat public, que le numérique permet des coalitions et qu'au fond les questions de relations internationales ne sont plus réservées à une élite. Et donc un des enjeux pour les think tanks, c'est de continuer à avoir ce lien avec le pôle décisionnel, mais aussi d'aller de plus en plus et d'alimenter la société civile. C'est-à-dire que nous nous présentons comme des éléments responsables de la société civile, comme des éléments produisant du savoir et permettant, si vous voulez, aux citoyens, aux militants, aux journalistes, etc., d'avoir une recherche de qualité pour former leur jugement et intervenir eux-mêmes dans le débat public. Et on a l'impression que, au fond, quand on regarde vos budgets, certes importants, c'est malgré tout peu d'argent à l'échelle d'autres secteurs très très importants dans le soft power, dans l'influence d'un pays, et qui proportionnellement influence davantage, on aurait envie de dire. C'est un très bon retour sur investissement un think tank. C'est-à-dire pour vous donner des ordres de grandeur, l'industrie des think tanks au niveau mondial, on évalue ça à 300 millions de dollars. Le budget de Brookings, qui est le principal think tank américain, c'est de l'ordre de 60 millions de dollars. C'est l'addition des 10 premiers budgets européens de think tank. Et l'IFRI, c'est un budget inférieur aujourd'hui à 6 millions d'euros. Donc ça peut paraître être des sommes importantes, mais en réalité par rapport à d'autres organisations qui produisent du savoir, c'est plutôt ridicule. Et en réalité, ce qu'on produit par rapport à ces sommes est assez, je veux dire, c'est une productivité très très soutenue. Si vous me permettez de prendre l'exemple de l'IFRI. On vous permet. Merci infiniment. Pour ce budget-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait le Ramsès, on fait le politique étrangère, on fait 150 événements par an, et puis on produit 60 policy papers. Donc vous avez quand même un retour sur le budget et ce que ça produit, qui à mon avis a assez peu d'équivalent dans la production de savoir. Un policy paper, c'est une sorte de... C'est une note, si vous voulez, entre 10 et 50 pages. Qui a un vrai objectif. Qui est un vrai travail de recherche. Un vrai objectif de politique publique. Oui, qui commente des questions des questions internationales, qui critique ou qui commente des questions internationales. Agnès Chauveau. Alors, il y a l'importance de la production et puis il y a aussi la question de son influence. Alors on sait que les think tanks, leurs études peuvent compter dans le débat public et néanmoins l'idée c'est aussi de pouvoir influer à un moment ou un autre sur l'agenda politique. Est-ce que vous avez des exemples précis de notes, de rapports, de policy papers qui aient eu une influence sur cet agenda politique ? Alors là aussi, je pense que il y a vraiment toute différents cas de figure dans le dispositif. Aux États-Unis, la tendance, effectivement, à ce qu'on appelle l'advocacy, c'est-à-dire que la culture politique américaine, l'organisation fait que vous avez deux phénomènes qui n'existent pas en France.
vous avez le revolving door, c'est-à-dire que les think tanks préparent les administrations et les administrations sortantes ensuite viennent alimenter les think tanks. Là, je me concentre sur les questions de politique internationale. C'est très différent pour des questions intérieures. Et puis la deuxième chose, c'est que vous n'avez pas les partis politiques aux États-Unis sont des écuries de campagne, essentiellement utilisées pour lever de l'argent. Et donc les think tanks sont là, ont une valeur programmatique extrêmement forte. En Europe, c'est très différent. Ce rôle est un peu joué par les fondations politiques en Allemagne. Et puis, vous avez eu un certain nombre d'initiatives de think tanks se présentant comme des clubs politiques à finalité électorale. Je pense par exemple à la Fondation pour l'innovation politique ou à Terra Nova. Donc là, oui, il y a des exemples de travaux. Je pense à la primaire, par exemple. C'est une idée au départ de Terra Nova qui a été mise en œuvre, etc. On a même l'impression que dans ce cas-là, le think tank se substitue au parti politique et qu'il est l'agitateur d'idées programmatiques du parti politique. Alors ça, effectivement, c'est quelque chose. Il y a eu effectivement pas mal de discussions entre le Parti socialiste et Terra Nova sur ce thème. Ça avait été co-fait par Arnaud Montebourg et Olivier Ferrand. Ça a été moins le cas dans le cadre de la Fondation pour l'innovation politique et l'UMP. Mais en ce qui, pour essayer de répondre et vous donner des exemples très précis sur le champ dans lequel nous intervenons, c'est-à-dire sur les questions internationales, je vais prendre deux exemples. En 2006, nous avons fait un travail au fond de prospective sur qu'est-ce que militairement, en termes purement militaires, français et britanniques pourraient faire dans un cadre interétatique classique, de conflit interétatique classique. Eh bien, l'exemple que nous avions pris, c'était on a dit, en fait, ce qu'on est capable de faire dans un cas franco-britannique, c'est en gros de mettre à terre un régime comme la Libye. Alors c'est pas du tout, je dis pas que ça a participé de la décision de 2011, mais c'est pour vous montrer que c'est le type de travaux qu'on fait très en amont. Deuxième exemple, vous avez eu tout un débat sur la Chine sur ce qu'on a appelé les terres rares, c'est-à-dire ces métaux absolument essentiels pour la construction de votre smartphone. Et on a mis en évidence très tôt, dès 2007, dès 2008, une politique délibérée de la Chine pour accaparer les gisements de terres rares. Donc ça, ce sont des travaux, si vous voulez, qui permettent à la fois d'analyser un problème et d'essayer d'avoir une valeur un peu de prévision, voire d'anticipation. Pour un peu décentrer notre regard, une question à Antonio Martinez Velasquez, mexicain, directeur de la revue Horizontale au Mexique, avocat. Les think tanks au Mexique, ils se situent plutôt sur le modèle américain, sur un modèle européen, ou alors sur un modèle singulier qui serait le modèle mexicain. C'est tout à fait nouveau au Mexique. Cela fait à peu près 15 ans qu'ils sont apparus, donc il n'y a pas cette tradition qu'on peut retrouver ailleurs. Alors, ils ont un financement qui vient de l'étranger. Il y a 5 think tanks qui surveillent et donnent une évaluation de ce que donne le gouvernement, des différentes politiques. Ils parlent de transparence, d'accès à l'information, enfin, ce type de sujet qu'ils traitent. Moi, ce qui m'inquiète et ce qui inquiète les gens dans le système mexicain et en Amérique latine, c'est le manque de financement local, qui fait qu'on n'a pas vraiment une pensée locale qui est produite et qui se correspond au contexte. Il faut demander à Carlos Slim de financer. Dans ce cas-là, l'indépendance sera certaine de ce fait. Tout à fait. Et que ce ne soit pas simplement des gens qui sont au service de grandes fondations américaines et qu'ils soient plutôt plus proches du contexte dans lequel ils se développent. Pour terminer, Thomas Gomard, vous êtes directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Est-ce que ça colle avec notre manière à nous, en français, de faire les choses? On a l'impression que la tradition française, c'est celle des revues, par exemple, et celle des think tanks, elle vient heurter complètement ce modèle peut-être plus décentralisé, peut-être moins, où les séparations entre l'universitaire et le politique sont assez strictes. Là, on a l'impression que le think tank vient un peu tout bouleverser, est aussi un signe de l'ultramodernité. C'est ce que nous essayons d'expliquer dans l'article. Si vous voulez, c'est presque débat. Voilà, le think tank est presque antinomique avec la culture administrative et la culture politique française. Pour deux raisons principales, c'est que on est dans une culture où l'État a créé ses propres corps d'expertise et les a intégrés d'emblée, et que par ailleurs, à la différence de la culture politique anglo-saxonne, on n'a pas une culture d'advocacy, de débat de la même manière. Donc oui, ce n'est pas naturel dans la culture politique française, mais comme on l'a dit, c'est en train de changer, et je crois que ça va être surtout accéléré par la mutation numérique. On a l'impression qu'une revue c'est un mot gentil, un think tank c'est un gros mot.
Non, mais je crois que surtout, si vous voulez, le problème fondamental aussi des revues, c'est leur impact aujourd'hui. C'est à la fois leur modèle économique et l'impact qu'elles peuvent avoir dans le débat public. Brièvement pour terminer, Agnès Chevaux. Pour terminer, il y a aussi une critique des think tanks, c'est-à-dire on les accuse, certains les accusent, il y a eu des pamphlets contre les think tanks qui les accusent de confisquer la démocratie, de formater les problèmes, d'être des champions du prêt-à-penser et d'une certaine façon d'étouffer une recherche plus libre qui serait celle en provenance des universités. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Ce sont des critiques en partie recevables. Le pamphlet auquel vous faites allusion est en revanche assez faible dans son argumentation. Je pense que nous, ce qui est assumé, c'est une position où on essaie de comprendre comment le pouvoir fonctionne et qui n'est pas de contester les pouvoirs en place. Thomas Gomard, directeur de l'IFRI, Institut français des relations internationales, était notre invité ce soir, ainsi que Antonio Martinez Velasquez de la revue Horizontale, Sophie Fay de l'Obs et Agnès Chevaux.